Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir pour cette discussion avec Antoine Léaumont. Merci aux camarades qui ont participé à l'organisation, aux camarades qui sont également là pour le service d'ordre. Bien sûr, merci à Liam pour son accueil. Et bien sûr, merci aussi à Antoine d'être présent pour discuter avec nous du sujet de la sécurité. Alors ce lieu, il est un peu particulier. J'ai la camarade ici, Véronique, qui vient de Lunéville, qui m'a raconté que pendant les élections, la campagne des élections régionales, Jean-Luc Mélenchon est venu en 2010, déjà ici au 3P. Donc c'est un lieu chargé d'histoire militante et de présence d'insoumis et d'insoumises. Et donc il se trouve qu'il serait monté sur un tabouret et aurait enflammé la salle. Voilà. Donc Nancy reste une terre d'insoumission. Je suis tête de liste pour les élections municipales de mars 2026. Et comme vous le savez, on présentera donc une liste pour les élections locales avec la France Insoumise. Donc j'invite tout le monde à bien vérifier son inscription sur les listes électorales, à nous rejoindre dans la campagne si vous voulez donner de la force au mouvement pour prendre la ville de Nancy. Et on a plein de choses à proposer et on a vraiment un espace à gauche dans cette ville. Et donc, toute la force est bienvenue pour participer. Donc, avant de commencer, je voulais juste vous dire que c'est un sujet un petit peu lourd quand même, la sécurité. On va parler de violence, de beaucoup de choses qui peuvent être parfois un peu difficiles. Donc, s'il y a des gens qui ont envie un peu d'aller prendre l'air à des moments, surtout sentez-vous libre et prenez soin de vous. Et on a choisi donc ce sujet parce qu'il est très présent aujourd'hui dans la sphère médiatique, que ce soit au niveau local, au niveau national. C'est pas un tabou pour les insoumis. On avait envie d'en parler avec notre regard à nous, un regard critique, un regard peut-être différent de celui dont on a l'habitude dans les médias. Parce que même si les médias ont toujours été friands de faits divers, on est quand même dans une époque où on a des discours qui sont de plus en plus durs sur le sujet. On nous parle d'ensauvagement de la société, de délinquance galopante, etc. Et donc c'est un sujet qu'on prend très au sérieux et dont on a envie de parler avec nos propres termes, j'ai envie de dire. Surtout donc, dans un contexte où on a des médias d'information en continu, des chaînes Bolloré qui déversent en fait beaucoup d'idées préconçues et de choses qui font beaucoup de mal à notre société. On va y revenir, je pense, Antoine. Donc peut-être pour commencer, pourquoi ce sujet-là, Antoine pourquoi une tournée sur la sécurité et comment toi t'es venu à venir parler de tout ça. Ouais. Ok. Déjà, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Je remercie moi aussi les camarades qui ont permis d'installer la salle, le monsieur qui nous accueille. Je te remercie aussi, Sarah, pour ton invitation à venir ici. Et pourquoi la sécurité ? Parce que... et je vais vous dire pourquoi je choisis d'utiliser le terme de sécurité tout en le critiquant. Parce que on a pu avoir peut-être à gauche depuis longtemps une stratégie qui consistait à éviter un certain nombre de sujets, à les laisser de côté en se disant ça de toute façon c'est des sujets sur lesquels la droite et l'extrême droite sont en force et donc si on vient sur ces sujets-là en fait on va perdre des voix, donc à quoi bon en parler ? Il faut mieux parler de ce que on propose nous pour la société de force, c'est-à-dire les questions sociales, les questions démocratiques, les questions écologiques, et puis on les laisse avec leurs espèces d'obsessions sécuritaires, racistes, l'immigration, etc., etc. Bon, ça pouvait marcher un temps quand il y avait des médias qui faisaient correctement leur travail, mais à partir du moment où tous les jours, à la télévision, quels que soient les médias, y compris des médias qui sont censés être du service public de l'information, on va mettre des gros guillemets sur service public de l'information parce que c'est de pire en pire, mais tous les jours, c'est les faits divers, c'est les thématiques de l'extrême droite, c'est l'insécurité galopante, c'est mon Dieu, l'immigration, etc., etc. Et du coup, le fait que nous, on laissait un peu de côté ce sujet-là peut-être,
fait que souvent, quand vous êtes à des repas de famille et que vous avez tonton facho qui raconte ses trucs de facho, vous vous sentez un peu désarmé pour répondre aux arguments, aux platitudes et aux lieux communs qui sont répétés par les uns par les autres. Parce que sur ce sujet, comme sur à peu près tous les autres, la droite et l'extrême droite racontent n'importe quoi. Donc, ça peut être utile d'avoir des arguments. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu faire ça. Après, il y a une appétence particulière parce que moi, je suis député de la commission des lois qui s'occupe donc des questions notamment de sécurité, police, justice, immigration, constitution, enfin tous les thèmes de droite. En fait, je suis dans la commission de droite, moi. Alors ça marche assez bien parce que du coup, les fachos sont turbo-fachos et nous, on est turbo-gauchistes. Voilà. Comme ça fait un affrontement idéologique sur des sujets de fond. Et précisément, j'utilise le terme de la sécurité parce que je me dis, ça crée de la curiosité, donc les gens peuvent venir, et parfois même mon espoir, c'est qu'il y ait des gens de droite qui viennent et qui découvrent que nous avons des propositions sérieuses sur la sécurité et qui se disent que, y compris la droite, propose des mauvaises choses sur le sujet, mais j'y préfère le terme de sûreté. Et je commence par là, on en reparlera assez longuement à la suite de cet échange qu'on va avoir, mais je préfère le terme de sûreté parce que la sécurité, ça parle de la sécurité pour soi, pour son corps, pour le fait qu'on puisse vivre sans avoir d'atteinte qui soit portée à son corps, à sa psyché, à un certain nombre de choses. Mais la sûreté, c'est quelque chose qui est plus grand que ça. C'est une notion qui englobe la sécurité pour soi, mais c'est aussi quelque chose qui garantit les droits et qui s'appuie notamment sur la définition qu'en donne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque c'est le droit à la sûreté est un des droits qui est garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui peut se résumer sans doute le mieux par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que lorsqu'une personne doit être arrêtée, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Autrement dit, la garantie de la sûreté interdit par exemple les violences policières. J'ai pas tout à fait l'impression qu'on soit dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par ailleurs, l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que la police est là pour faire respecter les droits de l'homme et du citoyen. J'ai pas non plus l'impression qu'on en soit à cet endroit-là et à ce moment-là de la vie de notre pays. Donc voilà un peu l'idée générale, et puis on va échanger, vous proposer un certain nombre de choses avec Sarah, et puis on va essayer à la fin de faire aussi un temps d'échange avec vous pour répondre à des questions que vous vous poseriez. Alors, une des expériences que j'aimerais partager, c'était finalement quand on a fait des porte-à-porte pour la 6e circonscription ici en Meurthe-et-Moselle avec Caroline Fiat. On s'est retrouvés en milieu rural notamment à toquer à des portes de riverains et riveraines. Et quand on leur demandait qu'est-ce que vous changeriez, quelles sont vos premières préoccupations, le sujet de la sécurité pouvait arriver tout de suite. Et on leur posait la question, mais alors finalement, qu'est-ce qui vous est arrivé récemment ? Peut-être que vous avez vécu une agression, peut-être que... Non, moi, il ne m'est rien arrivé, mais avec tout ce qu'on voit à la télévision, voilà. Donc là, on est plutôt... c'est une chose dont on a parlé avec Antoine. Est-ce que finalement, le sentiment d'insécurité revient à l'insécurité elle-même, puisque ce sont des personnes qui ne sont pas directement concernées par des actes délictueux ou violents, mais qui vivent dans un climat de tension et dans une impression que la société est dure, violente, etc. Donc, est-ce qu'Antoine, tu peux nous dire si finalement l'insécurité augmente comme on peut l'entendre ou comme le supposent beaucoup de médias dans leur rhétorique, je dirais ? Ça dépend. En fait... il y a des insécurités qui augmentent, il y a des phénomènes qui sont en augmentation et il ne faut pas les nier, il faut réussir à les regarder en face et essayer de trouver quelles peuvent être les causes de l'augmentation d'un certain nombre d'actes criminels ou délictuels. Mais l'insécurité qui augmente n'est pas celle dont on nous parle de manière ultra fréquente à la télévision ou dont nous parle de manière ultra fréquente la droite et l'extrême droite. Il y a un truc que je trouve absolument génial, qui est le service statistique du ministère de l'Intérieur, qui est un site du ministère de l'Intérieur qui, tous les mois, vous donne un état des lieux des plaintes qui ont été déposées, des affaires qui ont été traitées par le ministère de l'Intérieur. Je précise tout de suite que c'est, par la force des choses, une statistique qui est incomplète, parce qu'on ne parle que des affaires qui sont reçues
devant les services du ministère de l'Intérieur. Mais néanmoins, si on regarde ces services-là, vous avez tout un détail qui est apporté, et vous pourrez aller le consulter sur Internet. Par exemple, les homicides n'augmentent pas. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions de sécurité et d'insécurité, j'avais l'impression qu'il y avait une augmentation du nombre d'homicides dans le pays dans les 10 dernières années. Ben non, c'est pas vrai. En réalité, il y a plutôt une stabilité du nombre d'homicides dans notre pays. Si on regarde l'ensemble des données qui nous sont apportées, vous avez des choses qui augmentent. Vous avez les violences intrafamiliales et les violences sexistes et sexuelles qui sont en augmentation. Mais c'est pas parce qu'elles augmentent, c'est parce qu'elles étaient sous-déclarées. Parce qu'il n'y avait pas assez de plaintes qui étaient déposées sur ce sujet-là. Et on est juste en train de faire un rattrapage statistique de phénomènes qui étaient majeurs dans la société, qui sont toujours majeurs dans la société, qui restent sous-déclarés, qui restent par ailleurs sous-traités par les services judiciaires et policiers, mais qui sont en augmentation statistique, tout simplement parce que la libération de la parole sur ce sujet-là, après notamment le mouvement MeToo, la prise de conscience un peu générale sur la question, y compris des violences intrafamiliales, eh bien, elle a eu des impacts en termes de déclaration et de dépôt de plainte. Et puis par ailleurs, quand on parle de violence physique, justement, il faut savoir que dans plus de 60% des cas, les violences physiques sont des violences physiques intrafamiliales. Et donc, quand on parle des violences physiques qui seraient en augmentation dans la société, on vous parle d'un ensauvagement de la société, etc., etc., en réalité, sur les violences physiques, il y a une petite augmentation dans les derniers mois, dans les dernières années. C'est vrai, il ne faut pas le nier, il y a une augmentation des violences physiques qui a lieu dans la société, mais pour une grande partie des cas, et pour la majeure partie des cas, quand on va parler d'augmentation très forte des violences, on parle en réalité de l'augmentation de la déclaration des violences intrafamiliales qui sont faites donc dans un cadre familial. Et ça, ils ne vous en parlent jamais en réalité, l'extrême droite, pour une raison simple. C'est que ce n'est pas les étrangers qui seraient responsables des violences intrafamiliales, ça se passe au sein de la famille. Donc quand on vient parler de violences qui se passent à l'intérieur de la famille, ils s'évanouissent, les gens d'extrême droite, puisque la famille est censée être le cadre ultra protecteur dont ils nous parlent sans arrêt. Mais si je regarde toutes les autres données, vol avec arme à feu, ça baisse. Vol violent sans arme, ça baisse. Vol sans violence contre des personnes, ça baisse. Cambriolage de logement, ça baisse. Vol de véhicules, ça baisse. Vol dans les véhicules, ça baisse. Vol d'accessoires sur véhicules, ça baisse. Destruction et dégradation volontaire, ça baisse. Enfin, je peux continuer la liste extrêmement longtemps. Il y a 3 trucs qui montent. Il y a la consommation de stupéfiants, pour une raison simple, c'est que déjà, ça augmente effectivement. Et ensuite, c'est qu'ils ont mis en place un système d'amende forfaitaire délictuelle qui vise à mettre des amendes à la place de faire passer les gens devant les tribunaux et aller vers potentiellement des compositions pénales. Mais là, effectivement, ça augmente, mais c'est encore une augmentation statistique. Sur le trafic de stupéfiants, ça augmente aussi, mais c'est parce qu'ils ont décidé de mettre le paquet et d'utiliser les moyens de police pour faire attraper des gens en paquet et puis essayer de les faire passer devant le tribunal pour donner l'impression qu'ils font quelque chose sur ce sujet-là. Mais ça, on y reviendra, je pense, assez longuement sur le trafic de stupéfiants. Et puis, vous avez un truc qui augmente et tout le monde s'en fout. Vraiment, vous en entendez jamais parler à la télévision. Escroquerie et fraude aux moyens de paiement. Donc chaque fois que vous recevez un SMS de votre banque qui vous dit que vous avez 750 € de dépenses et appelez vite ce numéro-là parce que sinon vous n'allez pas pouvoir bloquer l'opération, ça c'est une escroquerie aux fraudes et moyens de paiement. Il y en a un certain nombre d'autres, mais ça fait partie de ces escroqueries. Ça c'est une insécurité qui est en pleine augmentation. Et pourtant on n'en parle jamais alors qu'elle est assez facile à combattre, il suffit de faire de la formation en population générale. Et notamment prévenir les personnes âgées, parce que c'est les personnes âgées qui peuvent être le plus victimes de ce type d'insécurité. Prévenir, former, expliquer, et utiliser la télévision plutôt que de faire peur pour essayer d'expliquer aux gens comment éviter ces choses-là. Je vous donne ces données de manière un peu générale, mais juste pour que nous-mêmes, quand on est des militants de gauche, on ne tombe pas dans le panneau qui est de croire ce que nous disent les gens de droite ou d'extrême droite. C'est faux. De toute façon, ils mentent la plupart du temps. Mais sur ce sujet spécifiquement, comme ils ont besoin de faire peur, ils mentent d'autant plus. Oui, alors au niveau local, ça a aussi des implications et des conséquences. C'est des débats qui sont de plus en plus polarisés aussi. Alors je pense au cas dans le 16e du centre d'hébergement qui
qui a été en projet et la façon dont les riverains et riveraines se sont levés contre ce projet parce que le risque d'insécurité. Donc voilà, tout de suite aussi l'assimilation entre immigration, potentiellement précarité et délinquance ou risque pour la population. Et donc on a vraiment des enjeux aussi dans la répartition de l'espace. Ça peut être aussi tout ce qui concerne des politiques d'aménagement de l'espace ou d'éclairage public, on en parlait tout à l'heure. Enfin, donc c'est vraiment important effectivement de remettre de l'objectivité dans le débat, y compris au niveau local. Tu parlais du trafic de stupéfiants. Alors à Nancy, c'est aussi un sujet dont on entend de plus en plus parler. On a régulièrement des opérations de police coordonnées, surtout là en période préélectorale. Voilà, Mathieu Klein finalement est fier de présenter ces opérations, que ce soit au Haut-du-Lièvre ou au quartier Saint-Nicolas par exemple. Et donc on a une surenchère à droite comme à gauche autour de ce sujet en disant oui, il y a du trafic, on ne peut pas le nier, et donc on va mettre plus de vidéosurveillance, plus d'effectifs de police municipale. C'est les deux gros leviers. On nous parle même, Laurent Hénard, de mettre en place une brigade canine, voilà, sur finalement une politique locale où donc il faudrait un chenil, des personnes formées spécialement pour ça, etc. Enfin, donc ça paraît assez fou. On a aussi une ancienne préfète qui se vantait donc d'un bilan où elle a plus que doublé l'effectivité des OQTF qu'elle a prononcées par rapport à la moyenne nationale. Donc voilà. Et un nouveau préfet qui lui aussi fait des annonces sur la lutte contre le narcotrafic. Donc c'est un sujet dont on entend aussi beaucoup parler à Nancy. Et là, il faut aussi pouvoir replacer finalement, je pense, ce sujet-là comme un phénomène social avant tout, et pouvoir en parler en évitant les fausses solutions. Donc éviter le tout répressif qui finalement ne mène pas à des résultats objectivement positifs. Et tous ces effets de communication dont on a connaissance dans nos journaux locaux ou dans les annonces de la majorité. Et nous, ce qu'on propose, en tout cas au niveau de la France Insoumise, c'est vraiment de travailler sur une politique de prévention en termes de santé publique. Ça veut dire accompagner les personnes qui consomment justement des drogues, pouvoir les accompagner dans la réduction des risques, mais aussi bien sûr dans le soin, et éviter même la prise de stupéfiants. Donc c'est un travail vraiment qui concerne l'accompagnement sur la santé mentale, mais aussi, on le sait, des publics qui sont aussi dans une certaine précarité ou une insécurité sociale. Et donc, comment on peut travailler aussi sur le levier social pour éviter ces difficultés-là. Et il y a la question, bien sûr, de la proximité et de la présence humaine sur le terrain, des éducateurs, éducatrices de rue, des choses qu'on a perdues, en fait, au fur et à mesure des années, des 20 dernières années, je dirais, à la fois au plan national, mais aussi au niveau plus local. Et donc voilà, on pense aussi bien sûr que tout ça est en écho à une situation nationale. On nous a parlé des opérations Place Nette en 2022, 2023, 2024. Donc est-ce que tu peux peut-être plus nous parler de ton travail sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et les conclusions peut-être sur les politiques publiques mises en place au niveau national ? Oui, ils font n'importe quoi. Donc c'est pas très compliqué. Si on continue à mettre en place les politiques qui ont jusqu'à présent été mises en place sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, la situation va s'aggraver et potentiellement le risque principal qui est devant nous, c'est plutôt des gens qui meurent en prenant des stupéfiants parce qu'ils ne sont pas au courant des risques qui sont associés à la consommation de stupéfiants. Il faut savoir que d'ores et déjà, il y a 7500 personnes qui meurent chaque année de prise de drogue, à cause de la prise de drogue, et qu'il y a un fort risque qu'on soit en forte augmentation, notamment si on suit la tendance des États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a le fentanyl notamment qui est arrivé aux États-Unis, qui fait 100 000 morts par an. Donc c'est des niveaux extrêmement élevés, et je suis pour ma part très inquiet de la manière dont jusqu'à présent on traite la question de la drogue dans notre société, parce que si on ne fait rien et qu'on continue comme ça, dans quelques années vous allez avoir des jeunes qui vont se tuer en pensant prendre un rail de cocaïne et en fait en prenant autre chose, et notamment du fentanyl, et se tuer sur le coup net, ou se détruire le cerveau de manière irrémédiable.
Je dis ça de manière un peu inquiétante, mais c'est parce que je pense que c'est ça le risque principal qui est posé devant nous. Mais pour vous parler de la lutte contre le trafic de stupéfiants à proprement parler, puisque c'était ça le travail que j'ai mené pendant 18 mois. Alors en fait, normalement, je ne devais pas bosser dessus pendant 18 mois, je devais bosser dessus pendant 6 mois. Mais il s'est trouvé que j'ai bossé d'abord avec une co-rapporteure qui était suppléante d'un ministre. Le ministre s'est fait virer, donc on a tout recommencé à zéro avec un deuxième co-rapporteur. Là, Macron a dissous l'Assemblée nationale et mon co-rapporteur a perdu. Donc j'ai recommencé une troisième fois avec un co-rapporteur. Je lui ai dit, t'es sûr que tu veux faire avec moi? Parce que ça porte la poisse apparemment. Mais on a fini par faire ce travail. Et donc c'est un sujet où j'ai creusé. Et j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut comprendre le trafic de stupéfiants comme un marché capitaliste ultra dérégulé dans lequel vous avez le droit de tuer votre concurrent. Quand vous avez quelqu'un qui vous dérange sur le marché, vous avez le droit de le tuer. Donc si vous partez pas de ce phénomène-là, vous partez du mauvais côté. Et quand vous voulez lutter contre un marché que vous considérez néfaste pour la société, vous avez que deux manières d'agir, faire baisser l'offre ou faire baisser la demande. L'essentiel de la politique à l'heure actuelle, elle se concentre sur faire baisser l'offre et elle le fait mal. Donc rien ne va. Le grand absent, et je vais commencer par là du coup, le grand absent de la politique de lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est la prévention, c'est ce que tu disais. Avec 3 domaines dans lesquels il faut avancer. Prévention de l'entrée dans la consommation, c'est-à-dire éviter que des gens commencent à consommer des stupéfiants, parce que ça commence toujours sur un truc genre « hey, t'en veux ?» non. Oh, t'es sûr, t'en veux pas? L'intégralité des gens qui sont autour de vous ont pris le truc, que ce soit du cannabis, de la cocaïne, de la MDMA, ce que vous voulez, et les personnes se sentent plus en capacité de dire non, et du coup ils prennent un truc, et voilà, vous avez le pied dedans, et après c'est difficile de s'en sortir. La deuxième chose, c'est avoir une politique rationnelle, c'est-à-dire essayer de faire baisser la consommation des gens qui consomment déjà. Et ça veut dire ne pas être dans une logique de stigmatisation des consommateurs, ça veut dire être dans une logique de faire baisser la consommation des gens qui consomment. Exemple, l'alcool est une drogue, c'est un psychotrope, il se trouve qu'il est légal, et en population générale, à peu près tout le monde a bu de l'alcool, mais on s'est fixé l'objectif collectivement de faire baisser la consommation d'alcool par des politiques de prévention, et vous savez quoi? On y arrive. C'est quelque chose qui est en train d'avoir lieu, la consommation d'alcool, la consommation de tabac est en très forte diminution. Il faut prendre les mêmes logiques pour essayer de faire baisser les consommations de cocaïne, de cannabis, de MDMA, d'héroïne, puisque c'est les drogues les plus consommées. Pour vous donner quelques chiffres, 50% de la population a déjà consommé du cannabis, autant dire qu'une personne sur 2 dans la salle l'a déjà faite minimum, et les autres sont des menteurs. Une personne sur 10 a déjà consommé de la cocaïne, et une personne sur 10 a déjà consommé de l'ecstasy ou de la MDMA. Donc on est sur des chiffres qui sont des chiffres extrêmement importants. Pour faire baisser ça, je vous ai donné des éléments. Et ça, c'est un aspect central de la lutte contre le trafic de stupéfiants qui est toujours laissé de côté. Mais c'est logique, vous faites baisser la consommation, vous faites baisser les bénéfices des personnes qui trafiquent les stupéfiants. Il y a toute une politique sur la légalisation, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais je vais vous parler de la lutte contre l'offre, parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire pour lutter contre l'offre, et qui ne sont pas faites à l'heure actuelle, parce qu'ils sont nuls, quoi, globalement, et qu'ils font ces opérations place nette pour essayer de donner l'impression qu'ils font quelque chose, parce que comme ça, vous attrapez une dizaine ou une quinzaine de personnes, les gens qui vivent dans l'endroit où il y avait un point de deal, ils se disent « Ah, il s'est passé quelque chose », quand ils trouvent ça bien, parce que de temps en temps, moi par exemple à Grigny, il y a eu une opération de place nette, ils ont pété les portes des caves. Ça fait plaisir aux habitants du quartier de se faire péter la porte de sa cave. Est-ce qu'ils réparent après? Non. Voilà, donc vous vous retrouvez avec une porte de cave pétée, vous n'avez rien fait, et personne ne répare la porte de cave. Donc de temps en temps, ils font des opérations place nette qui créent des problèmes aux habitants. Mais d'abord, lutter contre l'offre, ça veut dire lutter contre la production. Personne n'en parle jamais, mais les drogues sont des productions. La cocaïne, elle est produite par la coca. Et il y a des politiques internationales qui sont mises en place par l'ONU, par exemple, pour essayer d'accompagner des agriculteurs de coca, pour les accompagner vers de la production, par exemple, de café. D'ailleurs, il y a des entreprises françaises qui participent à ces politiques, comme Malongo. Donc c'est intéressant pour nous, les Français, si jamais on peut être utile. L'ONUDC, c'est un budget de 40 millions d'euros par an. La France participe à hauteur de 200 000 euros. Voilà. Hein, quand même, la 6e puissance économique du monde, bravo les champions. Donc, faire baisser la production, faire baisser les importations dans notre pays, ça veut dire doter les douaniers de scanners, notamment, c'est pas fait. Ça veut dire lutter contre la corruption, et ça veut dire comprendre ce qu'est le phénomène corruptif, parce que le phénomène corruptif, par exemple dans les ports, pour prêter votre badge, pour que quelqu'un se serve de votre badge pour importer un container,
c'est 100 000 euros. La première fois, vous dites, oh, 100 000 euros, pourquoi pas? Et puis la deuxième fois, une fois que vous avez prêté votre badge une fois, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui dit, dis donc, ta fille, elle va à l'école Jean Jaurès, là, non? Ah, elle est mignonne, ta fille. Ça serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Et c'est ça, la corruption, la deuxième partie de la corruption. Vous avez mis le doigt dedans et ensuite, vous ne pouvez plus retirer votre doigt. Donc, si on veut lutter contre les phénomènes corruptifs, il faut être capable de permettre aux gens de se repentir et d'aller dire, une fois qu'ils ont été mis le doigt dedans, bah moi, je me fais attraper par des dealers et j'ai pas envie de continuer comme ça. Troisièmement, il faut lutter contre la corruption. Je parle des ports parce que c'est un cas spécifique, mais évidemment, c'est partout. Les aéroports, dans la police, dans la justice, dans la politique, partout, vous avez des phénomènes corruptifs qui existent autour de la question de la drogue. Il faut évidemment lutter contre le blanchiment, puisque ça, c'est un des grands secteurs absents. Il faut savoir que dans l'Office français de lutte contre le trafic de stupéfiants, il y a 7 personnes qui sont spécialisées sur la lutte contre le blanchiment. Je trouve qu'on pourrait augmenter les effectifs et augmenter la formation pour lutter contre le blanchiment. Mais je soupçonne les responsables politiques d'avoir un peu de réticence à le faire, parce que on m'a dit dans les auditions que j'ai faites que les réseaux de blanchiment de l'argent de la drogue sont les mêmes que les réseaux de blanchiment de la fraude et de l'évasion fiscale. J'ai quelques soupçons sur leur volonté de lutter contre ce phénomène de fraude et d'évasion fiscale. Et ne vous inquiétez pas, quand nous arriverons au pouvoir, nous mettrons le paquet pour empêcher que ceux qui veulent fuir l'impôt puissent fuir l'impôt, et pour empêcher que ceux qui veulent blanchir l'argent de la drogue puissent blanchir l'argent de la drogue, et nous mettrons les moyens où il faut pour lutter contre ces phénomènes. Il faut également lutter contre le trafic d'armes, c'est encore un des grands absents, mais les gens ne se tuent pas avec des pistolets à eau, quoi. Ils se tuent avec des kalachnikovs, avec des armes de guerre, et ça c'est un des grands absents aussi des moyens qu'on fait. Et enfin, il faut travailler au démantèlement des réseaux, et ça c'est ce qui n'est pas fait avec les opérations Place Net. Le démantèlement des réseaux, ça exige un travail de police judiciaire, ça exige du travail au long cours. Et là où la droite nous dit il faut mettre du bleu dans les rues, c'est leur grand truc, on va mettre du bleu dans les rues. Donc vous avez l'impression que s'il y a des policiers partout, on va se sentir en sécurité. Il y a certaines personnes qui vont se sentir en grande insécurité s'il y a des policiers partout. Il y en a certains dans cette salle d'ailleurs. Mais leur logique, c'est on va mettre des policiers partout, presque un policier derrière chaque personne, comme ça on va éviter que les gens fassent des actes criminels. Il ne faudrait pas que ce soit les policiers qui commettent des actes criminels, parce que sinon on aura beau mettre un policier derrière chaque personne, si c'est le policier qui commet des actes criminels ou délictuels, on n'aura pas réglé le problème. Mais par contre, ils détruisent la police judiciaire, qui est celle qui fait le travail d'enquête, qui permet de démanteler les réseaux. Et figurez-vous, je vais vous dire ça parce que quand même, là, on a atteint le pompon du niveau de connerie maximal. Mais quand même, quand ils font ces opérations Place Net, ils ne s'assurent pas toujours du fait qu'il n'y a pas une enquête de police judiciaire en cours pour essayer de démanteler un réseau. Je vous jure que c'est vrai. De temps en temps, il y a un secteur de la police qui arrive et qui fait « Ouais, on attrape tout le monde, allez hop là !» Et il y a des mecs qui bossaient dans des bureaux depuis 6 mois ou 12 mois et qui disent « Mais vous avez foutu à plat l'enquête qu'on était en train de mener pour savoir d'où venait la drogue. » C'est ça qui se passe. C'est-à-dire pour des machins de montrer les bras devant les caméras, bah, parfois ils mettent à plat le travail de démantèlement des réseaux. Et ben, je pense qu'on fera fonctionner les choses différemment parce que là, clairement, ils sont à côté de la plaque, quoi. Et bon, il y a la légalisation du cannabis, mais alors ça, c'est carrément tout un machin. J'en parlerai peut-être plus tard, je sais pas. Vas-y. Hein. Maintenant ? Ok. Bon, alors la légalisation du cannabis, pourquoi ? J'étais pas convaincu au début, pour être parfaitement honnête. Et alors maintenant, je suis sur une position encore plus radicale, qui est la dépénalisation de l'usage simple de stupéfiants, mais j'en parlerai, c'est pas tout à fait la même chose. Et par ailleurs, je précise que ça n'est pas la position de la France Insoumise. C'est une position personnelle qu'on a développée dans le rapport avec mon co-rapporteur. La légalisation du cannabis, c'est, à mon avis, la politique la plus efficace pour mettre un frein majeur au développement des réseaux de trafiquants dans notre pays. Pour une raison simple, l'État prend en charge la production, la distribution et la vente de cannabis, et du coup retire ce marché-là en grande partie aux trafiquants. Alors je sais, il y a la possibilité que le marché noir continue, et précisément, premier point, mais c'est pas facile de faire une légalisation du cannabis réussie. Il y a un certain nombre de paramètres qui sont nécessaires. Premier paramètre, le prix. Il faut être compétitif en termes de prix par rapport aux trafiquants du marché noir. Deuxième paramètre, le taux de THC. Il faut être compétitif. Le taux de THC, c'est la substance active. Pour comparer, on pourrait dire c'est comme sur l'alcool, sur les bouteilles d'alcool, vous avez 13%, 40% si c'est de la vodka ou des trucs comme ça. Bah, c'est un peu la même chose, c'est le pourcentage de substance active. Il faut être compétitif sur le taux de THC. Mais il ne faut pas en mettre trop pour ne pas être dangereux, parce qu'on ne veut pas que l'État lui-même devienne un danger pour les citoyens. Donc il faut être compétitif, mais en même temps, on sait très bien que le marché noir va prendre en charge une partie
où l'État ne sera pas compétitif. Donc ce qu'il faut faire, c'est réussir à faire de la prévention pour que les gens aillent vers le marché légal plutôt que vers le marché illégal. Troisième chose, alors ça j'avoue que honnêtement j'étais pas prêt, il faut un commerce de proximité. Et bah oui, c'est logique. Bah oui, c'est logique. Si vous mettez, par exemple, l'État décide, allez, on va mettre une boutique par département. Bah même, enfin, s'il faut faire 60 km pour aller acheter un truc que vous trouviez chez le dealer juste à côté. Par ailleurs, grand développement actuel, enfin, en tout cas, grande prise de conscience actuelle. Et il y avait un super bel article dans l'UMA aujourd'hui. En Charente, la silencieuse avancée rurale de la drogue. Et bah oui, parce que la drogue est partout, elle n'est pas que dans les grandes métropoles. Donc il faut un commerce de proximité. Et puis enfin, il faut des produits de qualité. Parce que ça, c'est aussi une manière de lutter contre le marché noir. Et à bio, par exemple, il faut savoir par ailleurs qu'il y a déjà une filière qui existe de production de cannabis qui est à destination du cannabis médical. Et que, alors j'ai vu des chiffres, mais ils me paraissent hallucinants, donc je vous l'ai dit, mais j'y mets une critique. Il semblerait que 20% de la consommation actuelle en France soit déjà de l'autoproduction de gens qui produisent leur propre plant de cannabis. Donc c'est quand même assez énorme. Mais donc il faut faire tous ces éléments-là. Qu'est-ce que ça apporte, la légalisation du cannabis ? Premièrement, vous brisez les reins du trafic en leur prenant une masse substantielle d'argent. Donc vous rendez leur travail plus difficile. Deuxièmement, vous faites passer ça dans un marché public où vous pouvez faire des politiques de prévention. Il y a des gens qui disent « Oui, mais si on légalise le cannabis, on va inciter les gens à passer à d'autres drogues parce que l'interdit aura disparu. » C'est complètement con. Je veux dire, ça n'a été prouvé par aucune enquête. Et en réalité, c'est l'inverse qui se passe déjà, parce que les trafiquants, comme ils ont plus intérêt à vendre de la cocaïne qui est vendue 60 € le gramme, alors que le cannabis est vendu 10 € le gramme, ils ont plus intérêt à vendre de la cocaïne parce qu'ils gagnent plus d'argent dessus et que ça prend moins de place, eh bien, ils font des offres promotionnelles. Ils disent, pour 10 grammes de cannabis acheté, on vous offre 1 gramme de cocaïne, essayez notre nouveau produit. Voilà. Et donc, le marché est déjà passé à une forme d'offre promotionnelle qui fait qu'on passe d'une drogue à une autre. Moi, je ne fais pas confiance dans les dealers pour faire des politiques de prévention sur la consommation de stupéfiants. Je fais plus confiance à l'État et à des magasins d'État pour dire, par exemple, que consommer du cannabis avant 25 ans, ça provoque des dangers, notamment sur le développement d'un certain nombre de maladies associées à cette consommation, comme la schizophrénie ou comme la bipolarité. Bah ouais, j'ai plus confiance dans l'État que dans les dealers pour faire de la prévention. Et puis, quatrièmement, des recettes fiscales énormes, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 40 000 emplois créés potentiellement légaux, donc c'est extrêmement intéressant. Et puis, potentiellement, eh bien, j'ai oublié la dernière idée. Oui, bah non, vous libérez quand même un sacré paquet de forces de police et de justice. Eh bah oui, parce que du coup, si c'est légal, ça veut dire que vous êtes plus puni si vous en consommez, ça veut dire que vous êtes plus puni si vous en vendez et que vous pouvez devenir... Retailleau, une fois, il avait dit... Delogu et Léaumont, ils veulent transformer des dealers en fonctionnaires. Mais oui, mais parfaitement, monsieur Retailleau. Nous préférons que des gens soient fonctionnaires plutôt que dealers. Voilà. Et une personne normale pense plutôt comme ça. Donc, ça veut dire que vous libérez des moyens de police et libérez des moyens de justice pour justement concentrer non pas sur la consommation, mais sur les trafiquants et sur les réseaux. Et donc, sur dépénalisation, simplement pour vous donner l'argumentaire, parce que j'imagine qu'à un moment... Je ne sais pas pourquoi ils m'ont toujours pas fait de polémique sur le sujet, parce que je me dis quand même, c'est hyper chaud comme proposition. La dépénalisation, ça veut dire que si vous avez une petite quantité de stupéfiants, de tous les stupéfiants, plutôt que de vous mettre une amende ou plutôt que de vous envoyer devant un tribunal, on vous envoie devant une structure de soins qui vient vous faire, alors pour le coup c'est obligatoire, mais qui vient vous faire une explication sur ce sujet. Mais par ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est légal. Ça ne veut pas dire que vous vous baladez avec votre cocaïne ou je sais pas quoi. On saisit la marchandise, elle est détruite, en espérant que les flics ne soient pas corrompus, elle est détruite. Et ouais, bah oui, parce que ça existe, hein, des policiers qui récupèrent le truc et qui le revendent ou qui l'utilisent. Ah oui, il faut dire les choses. Donc la marchandise est détruite et plutôt que de vous envoyer vers un tribunal, ce qui sert à rien pour vous faire sortir de la consommation, on vous envoie vers une structure de soins et de prévention. Le Portugal a mis en place cette politique il y a très longtemps parce qu'ils avaient des gens qui se tuaient littéralement avec l'héroïne, notamment des jeunes. Le Portugal est un des pays où il y a le taux de consommation de l'ensemble des stupéfiants les plus bas d'Europe. Je considère donc que c'est une politique efficace pour faire baisser la consommation de stupéfiants et de tous les stupéfiants que de faire une politique de dépénalisation et spécifiquement de légalisation sur le cannabis. Non, mais c'est intéressant aussi de développer ce point-là.
Je voulais revenir quand même sur ce que tu disais, sur finalement les effets très visibles des politiques coup de poing, communication, etc. Mais quand même rappeler que depuis Sarkozy, on a des suppressions de postes massives dans la police. Et que finalement, ceux qui disent affectionner le plus ces professionnels, avoir le plus de reconnaissance, sont aussi eux qui détruisent ce service public, comme celui de la justice. À Nancy, en octobre dernier, on avait, comme dans toute la France, des fonctionnaires de police qui dénonçaient le manque de moyens de la police d'investigation, notamment. Il manquerait 2000 enquêteurs et enquêtrices. On aurait 3 millions de dossiers en souffrance aujourd'hui dans les services de police, donc des dossiers qui n'avancent pas et par là même des citoyens et citoyennes qui n'ont pas accès à leurs droits. Et puis, on a vu la dernière dinguerie là, sur le logiciel XPN, pour la rédaction des procès-verbaux qui aurait coûté 257 millions d'euros à l'État français et qui serait obsolète, qui marche pas. Ouais. Ouais, alors ça c'est vraiment un des trucs les plus fous. Il y a 6 mois, je pense, non, c'était en mars dernier. En mars dernier, je vois passer un article qui parle de ce logiciel. Et d'où ça vient ce truc-là ? Dans les auditions que j'avais faites, à un moment donné, j'avais reçu un syndicat de policiers de la police judiciaire. Et ils me disent, ouais, ça aiderait qu'on ait un logiciel qui fonctionne parce qu'on perd à peu près 30% de notre temps de travail à cause du logiciel. Je dis quoi ? 30% de votre temps de travail, vous perdez 30% de votre temps de travail sur le logiciel, vous me confirmez le chiffre ? Ouais, à peu près, quoi, enfin, c'est dans ces eaux-là. Mais expliquez-moi pourquoi. Bah en fait, on commence à taper une procédure pénale. Bon, déjà, le logiciel, il permet pas de faire toutes les procédures pénales. Ça, d'ailleurs, chaque fois que vous avez des gens qui disent il faut durcir le code pénal, etc., dites-vous bien que ça veut dire de la complexité pour le logiciel ensuite, parce que ça veut dire une non-stabilité du droit. Donc on commence à taper la procédure pénale. Et là, bam, écran bleu. Donc ça veut dire, vous commencez à faire c'est pas simple de faire une rédaction d'une procédure pénale, ouais. Et là, pof, ça plante. Attendez, c'est pas fini. Le logiciel de la police nationale n'est pas compatible avec le logiciel de la justice, qui s'appelle Cassiopée. Donc, quand une affaire arrive devant le tribunal, eh ben, les juges doivent recommencer. Attendez, c'est pas fini. Le logiciel de la justice non plus ne fonctionne pas, sinon ce serait trop bien. Donc, ils font... Toi, tu travailles dans la justice, c'est ça ? Non, pardon. Donc, ils ont des Google Docs à côté et ils tapent leur procédure pénale à côté. Ils font des copier-coller dans le logiciel qui est censé leur faire les copier-coller. Pour vous dire le niveau de dinguerie dans lequel on est. Attendez, c'est pas fini. La gendarmerie a un logiciel qui fonctionne parfaitement. Logiciel libre sous Linux. Mais les policiers veulent pas s'en servir parce que c'est le logiciel des gendarmes. La grande rivalité entre la police et la gendarmerie nous arrive sur le tapis. Et à la fin des fins, moi, il y a 8 mois, quand je parlais de ça, il y avait un vague article qui était sorti quelque part. Et j'avais dénoncé le fait que ça avait coûté 20 millions d'euros, 8 ans de travail... la société Capgemini qui s'en était mis plein les poches pour un logiciel qui ne fonctionne pas. Là, la Cour des comptes, c'est le chiffre que tu as donné, 257 millions d'euros pour un logiciel qui ne fonctionne pas. Ok ? On en est là, voilà. Et il y a des mecs qui arrivent en disant « Ouais, il faut augmenter le nombre de policiers ». Ben vas-y, file-leur un logiciel qui marche. Déjà, tu peux augmenter de 30% le nombre de policiers sans toucher au nombre de policiers. Voilà. C'est vachement efficace comme politique. 30, non, faudrait faire le calcul dans l'autre sens, mais vous m'avez compris, quoi. Donc, franchement, moi, je trouve qu'ils sont vraiment inefficaces. Et je pense que si nous, on arrivait au pouvoir... Enfin, c'est pas je pense, c'est si on arrive au pouvoir, le premier truc que je fais, si jamais on décide de mettre ministre de l'Intérieur, je convoque tous ces mecs dans un bureau, je dis dans 6 mois, je veux que vous soyez capable d'utiliser le logiciel de la gendarmerie. Voilà. Hop. Fin de l'histoire. Et par ailleurs, je demande aux gendarmes, qu'on a l'air d'être les seuls, d'être capables de faire un logiciel qui fonctionne. S'ils veulent pas aider le ministère de la Justice à faire un logiciel qui peut être interconnecté avec le logiciel de la justice. Comme ça, on aura aussi aidé le ministère de la Justice à pouvoir traiter plus rapidement les affaires. Et ça évitera que quand il y a une personne qui se fait agresser ou violer ou frapper par son mari, eh ben, ça prenne des mois, des années pour avoir un jugement au tribunal et que cette personne soit effectivement condamnée. Parce que moi, je considère que ça, c'est des choses urgentes à gérer et que malheureusement, quand on sature la police et la justice avec des trucs inefficaces et inutiles, eh ben, on n'arrive pas à traiter les affaires qui sont utiles et qui pourraient être d'intérêt général. Et ça pose aussi, du coup, comme conséquence que les gens ne se sentent
pas protégés de fait par cette police, cette justice. Donc on crée le problème qu'on vient ensuite dénoncer et on met du tout répressif, on met de la communication alors qu'en fait on ne traite pas le problème à la racine en investissant des moyens dans l'investigation, dans la prévention, etc. Et ça a aussi des conséquences sur la politique locale puisqu'on a un glissement de plus en plus des missions de la police nationale et de la gendarmerie vers les polices municipales. Macron notamment... Lui, il parle de continuité entre l'intervention de l'État et l'intervention des municipalités. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez récent depuis la décentralisation. Et on a Nunez, là, qui cherche à poursuivre la délégation aux policiers municipaux de mission de la police nationale. Et on a un projet de loi potentiellement qui va sortir pour que les policiers municipaux puissent appliquer des amendes forfaitaires, puissent intervenir sur des contrôles de conduite sans permis, par exemple. Donc ça veut dire permettre à la police municipale de faire des contrôles d'identité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Aussi de lutter contre l'occupation des halls d'immeubles, contrôler la consommation d'alcool, etc., etc. Donc une dérive assez inquiétante, puisque, à notre sens, en tout cas pour nous les Insoumis, la police locale, c'est une police de proximité, c'est une police qui doit s'attacher plutôt à la tranquillité publique, puisqu'on a parlé de sûreté, on a parlé de sécurité. Nous, on aime bien, au niveau local, parler de tranquillité publique, puisque les missions des policiers et policières municipales et municipaux, c'est plutôt d'appliquer les décisions politiques des élus locaux sur notamment l'occupation de la voie publique, tout ce qui concerne les périls sur les bâtiments, donc les bâtiments qui menacent de s'effondrer, des choses qui sont ancrées dans l'espace urbain, mais qui n'ont pas trait à la protection des personnes, comme on le disait, qui relèvent de la sécurité et donc des missions régaliennes de l'État. Donc c'est quelque chose d'important. Et à Nancy, là aussi, on voit un petit peu ce phénomène avec des marqueurs assez forts, comme le maire, par exemple, qui convoque les enfants délinquants ou qui ont été à l'origine d'incivilités dans l'espace public, dans son bureau avec les parents, pour remettre les points sur les i, etc. Alors on a des actes assez forts comme ça, qui sont pour le moins choquants. On a aussi un doublement des effectifs de la police municipale, puisqu'on est passé de 50 à 96 policiers municipaux sous ce mandat. Et on a également une police municipale qui est armée, qui est beaucoup motorisée, donc qui se déplace pas tant que ça à pied ou à vélo, donc qui s'inscrit aussi dans un mode de fonctionnement qui se rapproche assez de la police nationale, de fait. On le voit aussi au niveau des uniformes, ne serait-ce que les uniformes, c'est vrai qu'ils sont quand même assez proches. Donc ça, c'est réglementé, hein, c'est l'État qui décide de ces uniformes aussi pour les policiers et policières municipaux et municipales. Et donc ça pose tout un tas de questions, ce glissement, parce que l'État a intérêt finalement à ce que les collectivités reprennent tous ces moyens qu'ils n'ont pas mis dans la sécurité, sauf qu'on n'a pas les mêmes exigences de formation, on n'a pas les mêmes prérogatives légales, etc. Et on joue sur ce flou pour faire croire que la force publique locale pourrait se substituer finalement à l'État. Et nous, on dénonce vraiment ça, on veut réexpliquer et rappeler à sa responsabilité l'État sur ces missions-là. Et puis voilà, on constate aussi que du coup, ça peut avoir comme impact qu'on a des policiers locaux qui vont être sur de la chasse dans l'espace public de certaines personnes avec certains profils, notamment on nous parle des marginaux, voilà, donc c'est un peu la chasse aux pauvres dans l'espace public. On a aussi à Nancy, par exemple, des arrêtés municipaux qui ont décidé de libérer certains axes de la présence des livreurs Uber. Donc ça veut dire finalement les arguments qui sont avancés, trop de bruit, trop de troubles à l'ordre public parce que les personnes sont visibles dans l'espace, sont à des points à attendre les commandes et sont donc plusieurs personnes, bien souvent racisées bien sûr, dans l'espace public. Et ça, on décide qu'on va mettre des moyens pour aller enlever ces personnes-là de l'espace public, enlever les pauvres qui boivent des bières, en gros, si je caricature, parce que c'est un peu ça le discours, hein, des bancs. Donc on enlève les bancs des espaces publics pour éviter ces phénomènes-là. On met des arrêtés pour interdire la vente d'alcool à bas coût. Donc vraiment, on stigmatise ces consommations, comme on le disait, alors que l'idée serait plutôt de prévenir ces consommations-là.
Donc voilà, on veut vraiment remettre, nous, en tout cas, avec Nancy Insoumise, une police de la tranquillité publique, une police de proximité et qui soit vraiment en lien avec les commerçants, les habitants, sur un zonage précis, qui connaissent en fait les acteurs et les actrices et qui sachent dialoguer sur les sujets, mais on ne les attend pas sur la répression puisque ce n'est tout simplement pas leur rôle. Et puis enfin, on entend beaucoup parler de ça aussi au niveau des députés. Certains et certaines d'entre vous ont été interpellés. Alors la France Insoumise voudrait désarmer la police. Donc je voudrais quand même dire qu'on a une police armée à Nancy. On a appris par exemple que les policiers municipaux interviennent aujourd'hui dans les écoles auprès de classes de CE2 avec l'arme au poing à la ceinture. Vous voyez un peu l'effet que ça peut faire. Enfin, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a choquée. On voudrait juste rappeler que déjà, il y a plusieurs types d'armes et avec plusieurs habilitations différentes. Mais un policier désarmé aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment, puisqu'il y a la matraque télescopique, il y a d'autres, le taser, enfin voilà, il y a plusieurs armes. Nous, ce qu'on dénonce, c'est avant tout le port de l'arme létale au sein de la police municipale, puisque ça participe à une surenchère et à une exposition renforcée à la violence, finalement, de nos policiers et policières qui ne sont pas censés se retrouver dans des situations où leur vie est en danger et où ces personnes seraient directement confrontées à des personnes dangereuses. C'est pas leur mission et donc c'est pas leur rendre service quelque part que de laisser à penser qu'ils devraient intervenir sur de tels cas de figure. Ce qu'on peut dire aussi, je sais pas, peut-être que tu veux intervenir sur ce sujet précis. Ouais, vas-y. Bon, ça soulève plein de questions en même temps, mais d'abord sur la question de l'armement de la police, je précise d'abord un point. C'est que quand la France Insoumise a dit « nous voulons désarmer la police », nous avons parlé du maintien de l'ordre du maintien de l'ordre. Il faudrait savoir ce que ça veut dire l'ordre. Hein, parce que l'ordre, ça commence par la justice sociale. Et nous, on parle de la question du maintien de l'ordre dans les manifestations. Pourquoi on a dit ça ? Parce que pour réprimer des mouvements sociaux, l'État est sorti totalement de la logique du maintien de l'ordre au point de départ. La logique du maintien de l'ordre au point de départ, c'est essayer de faire baisser les tensions. C'est-à-dire des gens qui sont formés, des CRS, c'est ça normalement une des missions des CRS, à se prendre des trucs désagréables, des insultes, des œufs, ce que vous voulez, et à pas bouger et à rien dire. De ça, on est passé à une police qui est de plus en plus armée, qui fait des nasses, qui envoie des gaz lacrymaux, qui envoie des grenades de désencerclement, qui tire au LBD sur la population, qui mutile, qui blesse. Donc oui, nous considérons que c'est pas normal, particulièrement dans le pays des droits de l'homme et du citoyen, d'avoir une police qui peut mutiler des gens qui vont en manifestation. Saint-Just disait « Le principal ennemi qu'est un peuple, c'est son gouvernement ». Et il disait ça parce que précisément, il pensait au fait que quand on arme un pouvoir exécutif, alors le pouvoir exécutif a le pouvoir de s'en servir contre le peuple lui-même. Robespierre, de son côté, dans le discours sur les gardes nationales, dans lequel il invente la devise liberté, égalité, fraternité, dit que comme le pouvoir exécutif est armé, il faut que le peuple soit lui-même armé pour pouvoir se défendre contre la police. Pour notre part, vous aurez remarqué que nous avons décidé de désarmer tout le monde, le peuple et la police. Mais on n'a jamais dit qu'on allait envoyer le raid avec des pistolets à bouchon pour arrêter des terroristes. Évidemment qu'il ne s'agit pas de ça. Donc déjà, premièrement, il faut arrêter les caricatures. Deuxièmement, sur la police municipale. L'État lui-même s'est constitué autour du monopole de la violence physique légitime. C'est-à-dire, on considère tous collectivement qu'il y a une structure qui est légitime, et encore, pas toujours, mais globalement légitime pour faire de la violence physique et de la répression. Et on dit, ok, théoriquement, vu qu'on a voté pour ces pouvoirs politiques, on leur confie le monopole de la violence physique légitime. Ça commence à poser un sérieux problème si jamais vous avez 34 000 communes qui ont 34 000 légitimités différentes de monopole de la violence physique légitime. Vous faites des petites armées locales avec des armes à feu, et d'un coup, il y en a qui sont d'extrême droite, d'autres qui sont de gauche. Vous allez voir qu'ils vont s'inquiéter de l'armement de la police municipale quand ça va être des mairies insoumises. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, la révolution ? Eh bien non, c'est pas ce qu'on va proposer. Nous, on est plutôt dans une logique de désarmement, et y compris parce que vous faites prendre des risques à la structure même de l'État et à la stabilité de l'État. Et enfin, vous prenez aussi le risque, tout simplement, que les gens tuent des gens. Par ailleurs, ça commence à être un peu saoulant, le chantage des policiers municipaux ou des gens qui prétendent être policiers municipaux, à dire « oui, moi j'accepte l'emploi seulement si j'ai une arme à feu ».
eh ben nous répondrons qu'ils peuvent aller faire un autre emploi parce que nous estimons que les policiers doivent être désarmés dans nos municipalités parce que ça sert à rien à part à tuer des gens. Donc on préfère, y compris, que l'État renforce la police nationale s'ils estiment qu'il y a des risques particuliers de sécurité qui sont posés dans des villes spécifiquement. Mais nous, voyez-vous, on préfère avoir soit des policiers municipaux qui sont dans des logiques de tranquillité, comme tu le disais, soit, si jamais il y en a qui ont envie de quitter leur emploi, on fera des emplois qui sont des emplois de formateurs, des emplois d'éducateurs spécialisés, des emplois qui vont faire de la prévention. Parce que ça, c'est le truc qu'on vous dit jamais. Les autres, ils parlent sans arrêt de répression, de punir, etc. Ils sont dans des logiques de terreur. On va punir, on va augmenter le code pénal, on va augmenter les peines de prison. La prison crée de la récidive, ça leur pose pas de problème. Punir, punir, punir. Mais quand est-ce qu'ils parlent de prévenir? Quand est-ce qu'ils parlent d'éviter le fait qu'il y ait des actes criminels ou délictuels? Jamais. Les seuls qui en parlent, c'est nous. Et les seuls qui proposent des solutions efficaces pour faire baisser la criminalité, c'est-à-dire avant qu'elle ait lieu, c'est nous. Et puis enfin, dernier point. Enfin, avant-dernier. Et après, promis, j'arrête. Des fois, c'est la police qui est responsable de l'insécurité. Les contrôles d'identité au faciès, les insultes racistes que tiennent les policiers, la violence des policiers racistes qui s'expriment contre un certain nombre de personnes et la violence sexiste qui s'exprime contre les femmes. Ces violences-là sont des violences, sont une insécurité, et une insécurité renforcée par le fait qu'elles sont commises par des personnes qui ont l'uniforme, le drapeau tricolore de la République française sur l'épaule. Et moi, je ne tolère pas, je n'accepte pas que des policiers tiennent des propos racistes, fassent des violences physiques, violent des gens dans les tribunaux, puisque c'est arrivé au tribunal de Bobigny. Je n'accepte pas qu'on ait une police de cette manière-là, qu'elle soit nationale, municipale, ce que vous voulez. La police doit faire appliquer la loi, pas l'enfreindre. Et quand on a des ministres de l'Intérieur qui couvrent les policiers, qui couvrent les crimes et les délits des policiers, alors on n'a pas une police républicaine qui obéit aux ordres. On a une police qui s'émancipe du pouvoir politique et qui commence à vouloir imposer ses vues au pouvoir politique. Et c'est un facteur majeur d'insécurité pour notre peuple. C'est un facteur majeur d'insécurité parce qu'on ne peut pas tolérer qu'il y ait une force armée qui s'émancipe du pouvoir politique, qui viennent manifester devant l'Assemblée nationale, qui viennent manifester devant les tribunaux en disant le problème de la police, c'est la justice. Non, à un moment donné, on a le droit de dire aussi que peut-être le problème du peuple français, c'est les syndicats d'extrême droite qui ont fascisé la police dans ce pays. Et c'est un danger majeur pour les libertés dans notre pays, au regard de ce que je disais tout à l'heure. Et pour aller jusqu'au bout de ce point-là, il faudra faire un grand ménage. Et un grand ménage radical. Si jamais il y a des policiers qui ont été dans des affaires d'agression sexuelle, dans des affaires de violence policière, dans des affaires de racisme, alors il faudra les sanctionner et les sortir de la police parce qu'ils n'ont pas leur place dans un endroit où on fait appliquer la loi puisqu'ils l'enfreignent. Et je dis une dernière chose et j'en terminerai par là parce que tu l'as dit sur la police municipale, ils veulent désormais leur donner le droit de faire des contrôles d'identité. Est-ce que je vais me faire contrôler moi? Non. Pourquoi? Parce que je suis blanc. Donc, les contrôles d'identité sont des contrôles au faciès systématiquement. La vérité est celle-ci. Je veux dire, à part quand vous êtes en train de je sais pas quoi, de voler un truc quelque part et qu'on vous prend sur le fait et qu'on vous fait un contrôle parce que vous avez fait quelque chose d'illégal et que vous êtes pris sur le fait. Là, c'est légitime de faire un contrôle d'identité pour essayer d'obtenir pour obtenir l'identité et pour emmener la personne devant le tribunal vu qu'elle a commis un acte criminel ou délictuel. Mais par contre, demander la carte d'identité à quelqu'un dans la rue, c'est une activité bizarre. D'accord? Sur la base de quoi on demande la carte d'identité à quelqu'un? Sur le soupçon de quoi? Sur un déni de francité. C'est-à-dire, le policier pense que vous n'êtes pas français et il voudrait vérifier cette information, s'il vous plaît. Donc, il n'existe de contrôle d'identité spontané, comme ils disent, qu'au faciès. Voilà la vérité. Et tant qu'on n'aura pas... Mais même sur ce point-là, ça n'existait pas avant les contrôles d'identité. Ça a été d'abord mis en place sur des zones très spécifiques. Il y avait des zones sur lesquelles les policiers avaient le droit de demander des pièces d'identité. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Figurez-vous que normalement, ils sont censés avoir une raison légitime de vous demander votre pièce d'identité. Voilà. Est-ce qu'ils le font toujours? Bah non, en fait, ils font des contrôles. Je veux vous dire pourquoi c'est très grave. Parce que qu'est-ce que ça fait pour les personnes qui subissent ces contrôles d'identité? Il faut voir ce que ça veut dire, un contrôle d'identité. Ça veut dire que quelqu'un, encore une fois, portant l'uniforme, le drapeau tricolore de la République, vous renvoie l'image, vous n'êtes pas français, vous ne faites pas partie de la nation. C'est un énorme problème, c'est un problème fondamental. Et on ne comprendra pas la tension qui peut exister dans un certain nombre de quartiers populaires quand on n'aura pas compris que ça, par exemple, ça crée de la distance entre la police et la population d'une manière irrémédiable.
Parce qu'ensuite, quoi, il faut s'accrocher. À quel point, quand on a déjà l'école qui est de mauvaise qualité, quand on a des quartiers qui sont délabrés, où les services publics mettent pas les moyens, quand on a la police qui vous insulte de cette manière-là, à quel moment on va être juste considérés comme des citoyens comme les autres et comme des Français comme les autres? C'est ça l'un des sujets majeurs qui est posé dans les quartiers populaires et chez les personnes qui n'ont pas ma couleur de peau ou notre couleur de peau. Ça, c'est une des questions majeures et fondamentales auxquelles on va devoir répondre dans les années à venir, parce que ces gens-là, les gens qui ont organisé ce système-là policier, médiatique, ont clivé à l'intérieur de la société française, ont divisé le peuple d'une manière où j'ai l'impression qu'on est un peu les seuls à essayer de faire en sorte de créer de l'unité, là où certains ont essayé de nous diviser. Vous connaissez l'adage, hein, diviser pour mieux régner, ils en sont encore là. Hein. Il a dit Retailleau, gros facho. Alors il y a un autre levier qui est toujours mis en avant au niveau local, par la droite comme par la majorité sortante, c'est aussi la vidéosurveillance. Et ça, on est assez sceptique. Alors sur Nancy, Grand Nancy, on a un service dédié, hein, la métropole qui d'ailleurs a beaucoup de compétences, dont celle-là, sachez-le. Les caméras de vidéosurveillance sont gérées au niveau de la métropole pour 500 caméras au niveau de la métropole et 10 postes dédiés. Donc ça fait beaucoup d'argent, ça fait 1 000 à 2 000 euros par an pour une caméra. Et on a beaucoup de subventions de l'État sur ces projets-là d'investissement. Donc finalement, les collectivités qui ont des contraintes budgétaires assez importantes se disent quelle aubaine, l'État finance à 40% ce projet, je vais pouvoir le mettre dans mon bilan de fin de mandat, et c'est super, j'aurais montré que j'aurais fait quelque chose pour la sécurité. Oui, mais il se trouve que c'est seulement dans 1,14% des cas que les images de vidéosurveillance sont utiles à l'enquête et ont permis de participer à l'élucidation du cas. Et dans 6% seulement des cas, elle est utilisée tout court. Donc pour vous dire à quel point on est sur quelque chose d'inefficace et qui demande pourtant des moyens importants pour quelque chose qui n'a pas d'effet, et encore moins sur la prévention, hein, comme on l'a dit. Là, vous voyez bien que on arrive complètement à la fin, au moment de l'enquête, quand il y a une enquête. Mais pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'il y a un enjeu financier, certes, mais en termes de philosophie et par rapport à ce qu'Antoine développe sur la sûreté et sur nos libertés fondamentales elles-mêmes, la vidéosurveillance pose un certain nombre de questions, puisqu'on met en place des technologies qui peuvent aussi être l'objet d'un contrôle de la population, avec ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique. Donc c'est des moyens qui sont mis en œuvre pour surveiller, qui sont encadrés assez strictement par la loi, mais la loi n'est pas toujours respectée et il n'y a pas de contrôle forcément sur l'usage qui est fait de ces équipements et dans le cadre de tous les endroits qui utilisent des caméras en France. Enfin, les moyens de contrôle sont très faibles, y compris pour la population qui n'a pas accès aux informations. À Nancy, on ne sait pas quels logiciels sont utilisés, on ne sait pas quelle caméra marche. Normalement, c'est censé être donné à l'information du public quand on est filmé. Vous-même, sans doute, vous vous baladez dans la rue. Aujourd'hui, vous ne savez pas dans quelle rue vous êtes filmé ou pas filmé. Et donc, ça questionne parce que, voilà, avec la montée de l'extrême droite, qu'est-ce qui pourrait se passer si demain, on a une mairie d'extrême droite, si demain, on a un gouvernement d'extrême droite, et qui va être visible à travers ces caméras, qui va être ciblé. On sait que dans les logiciels, lorsque certains collectifs indépendants ont enquêté, on sait que les logiciels finalement ciblent les personnes qui sont inactives dans l'espace public, donc qui vont rester au même endroit. Il faudrait que du coup la voie publique soit tout le temps un espace de passage, mais jamais un espace qu'on occupe complètement. Et donc quelque part, qu'est-ce qu'on va cibler? On va cibler les personnes qui passent du temps dans l'espace public. Ça peut être les personnes sans abri. Ça peut être les jeunes qui n'ont pas forcément l'autonomie d'avoir un logement à eux ou à elles et qui du coup occupent l'espace public pour être avec leurs amis tout simplement. Ça peut être finalement des personnes qui n'ont pas les moyens d'être dans un café, d'être dans un appartement pour faire la fête, etc. Donc
on a aussi là une espèce de mécanique de chasse aux pauvres, et on peut aussi s'interroger sur qu'est-ce qui va être programmé dans ces algorithmes. Est-ce que ça va être des personnes justement racisées qui vont être plus la cible de surveillance? Les moyens humains ne sont jamais suffisants en fait pour pouvoir analyser toutes les images en direct. Là, je vous disais, il y a 10 postes pour 186 caméras. Enfin, je pense que du coup, une personne ne peut pas regarder en même temps 18 caméras, sauf erreur de ma part. Enfin, voilà. Donc, nécessairement, on glisse aussi vers un usage qui va peut-être être généralisé de ces algorithmes de détection de ce qui paraît être des anomalies. Donc, un vrai risque pour nos libertés publiques. Et on passe peu à peu des caps. Les JO ont été aussi un moment où on a expérimenté certaines technologies. Et c'est plutôt inquiétant. Donc, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que la liste Nancy Insoumis sera bien sûr très vigilante sur les technologies qui sont actuellement mises en place et fera une étude approfondie et donnera peut-être à la décision publique est-ce qu'il faut continuer ou pas sur ce genre de politique publique. C'est des idées qu'on va travailler dans le cadre du programme. Mais en tout cas, il faut vraiment regarder le bénéfice par rapport aux moyens, et a priori, je ne pense pas qu'on renouvellera les équipements et qu'on sera amené à investir sur ce type de politique. Mais en tout cas, je trouve que ça fait bien le lien avec ce qu'on s'est dit. Est-ce qu'on a une police qui est encore au service de la population complètement? Est-ce que ces systèmes qui sont censés nous protéger, finalement, ne vont pas se retourner aussi contre la population? C'est vraiment des sujets importants. On sent quand même qu'on est dans une dérive autoritaire au niveau national. Enfin, moi, les souvenirs que j'ai, c'est déjà tout ce qui s'est produit en termes d'état d'urgence depuis 2015, les attentats, etc. On baigne quand même dans ce climat de tension sur la menace interne. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui nous parle de la guerre, donc la menace externe. Donc on est tout le temps dans cette tension-là. Et l'exception devient un peu la règle. Et voilà, les JO, il y a des gros risques d'attentats, donc on met en place ces technologies. Enfin voilà, on voit aussi que le système s'auto-alimente dans cette lecture des choses et de la réalité. Et finalement, on a un État qui finalement s'adapte à la terreur plutôt que d'essayer d'apaiser les choses. Et la répression, du coup, s'appuie sur la même technologie dans les quartiers. Tu le disais, Antoine, aussi dans les mouvements sociaux. On peut aussi dire qu'en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, on a aussi eu beaucoup de morts par la répression policière, notamment l'an dernier. Donc tout ça est inquiétant pour la sûreté. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis évidemment complètement d'accord avec toi. Et je cherchais pendant que tu parlais, parce que je leur ai fait ça une fois à l'Assemblée nationale, et je vais vous le faire aussi parce que je trouve que c'est... En fait... Sur la question des caméras de vidéosurveillance, déjà, ils ont changé le nom. Ils ont appelé ça caméra de vidéoprotection. Ça, vous êtes vidéoprotégé. Ils ont réussi petit à petit à faire passer deux idées. D'abord, si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi est-ce que vous seriez contre les caméras de vidéoprotection ? Et puis que on ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais que c'était bien que ça avait effectivement un impact. Les chiffres que vous a donné Sarah sont les chiffres de la gendarmerie. 1,14% de résolution d'enquête. Donc ça sert à rien. Ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Faut savoir qu'à Nancy, on rencontrait tout à l'heure un collectif. Ils nous ont dit, sur la seule ville de Nancy, sur les 186 caméras, il y en a 67 sur la ville de Nancy qui passent par le centre de surveillance dont on parlait tout à l'heure. Coût annuel, 136 000 €. C'est 67 caméras là, parce que c'est en gros, on paye un service auprès de ce CSU. Et donc ce service-là, il coûte 2 000 € par caméra. Vous en avez 67, c'est facile. Ça fait 134 000 €. J'ai mal fait le calcul dans ma tête. 134 000 € par an. Bon, vous pouvez créer quelques équivalents temps plein avec ça sur de la prévention. Par exemple, ça serait peut-être plus utile de faire ça que d'essayer de surveiller des caméras qui, de fait, ne résolvent rien. Mais je vais vous lire un petit truc. C'est un texte que vous connaissez, sans doute, pour beaucoup d'entre vous, et qui a été écrit en 1948 et qui dit beaucoup d'un monde qui inquiétait les gens en 1948. Il s'agit de 1984. À l'extérieur, même à travers la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petites bourrasques faisaient tourbillonner les poussières et des vieux papiers
Et bien que le ciel fût d'un bleu vif, les couleurs semblaient absentes, sauf sur les affiches placardées partout. Le visage moustachu, du dictateur donc, surveillait chaque coin de rue. Il y en avait une sur l'immeuble d'en face. Big Brother is watching you, indiquait l'inscription, et les yeux ténébreux plongèrent dans le cœur de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche déchirée à un coin claquait au vent, couvrant et découvrant un simple mot, Hang Sok. Au loin, et c'est là que ça commence à être la société dans laquelle on est. Au loin, un hélicoptère passa entre les toits, plana un instant comme une libellule et s'en alla dans une longue courbe. C'était la patrouille de police, épiant à travers les fenêtres des gens. Mais les patrouilles importaient peu, à vrai dire, seule la police des pensées importait. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à disserter sur la fonte et la réussite du 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Le moindre son qu'émettait Winston au-delà du niveau d'un très léger murmure serait capté. De plus, tant qu'il restait visible de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Il n'y avait bien sûr aucun moyen de savoir si vous étiez surveillé à un instant donné. À quelle fréquence ou selon quels critères la police des pensées se branchait sur un système particulier ? Mystère. Il était même possible qu'ils vous surveillassent en permanence. En tout cas, ils pouvaient se brancher sur vous quand bon leur semblait. Vous deviez vivre, et vous viviez d'une habitude devenue innée, en présumant que le moindre de vos bruits était entendu, que le moindre de vos mouvements, sauf dans le noir, était scruté. Voilà la société dont on ne voulait pas en 1948 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et voilà la société dans laquelle petit à petit, par touche, ils ont fini par nous emmener. Eh bien nous, voyez-vous, nous continuons à être des gens qui disent que nous ne voulons pas être surveillés en permanence et que nous préférons qu'on utilise l'argent public non pas pour engraisser des sociétés de surveillance, mais pour faire en sorte qu'on améliore la société autour de nous. Et dire ça, ça paraît excessif aujourd'hui, de la même manière que dire que désarmer la police, ça paraît excessif aujourd'hui. Mais moi, je me souviens qu'il y a 10 ans, quand Robert Ménard armait sa police municipale, ça faisait une polémique totale parce que, justement, un maire d'extrême droite était en train d'armer sa police municipale. Eh bien, nous devons mener la bataille culturelle aussi sur la question de la vidéosurveillance et dire que oui, nous n'admettons pas que dans les endroits où c'est complètement inutile, où ça ne sert à rien, puisqu'on nous dit qu'il y a certains endroits où ça peut être utile, par exemple dans des structures fermées comme les parkings souterrains, notamment pour surveiller les vols de voitures, ce type de choses. S'il y a des choses qui sont utiles, nous, on n'est pas contre que ça soit installé. Mais si c'est la surveillance généralisée de tout le monde tout le temps, sans savoir pourquoi, ni qui surveille derrière l'écran, ni qu'est-ce qu'ils font avec les images, nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous voulons qu'ils puissent s'exercer un contrôle démocratique sur l'ensemble de ces outils. Voilà, c'est pas très compliqué et c'est même pas très excessif, contrairement à ce qu'ils disent. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet-là. Bravo. Je tenais à faire un petit focus aussi sur les manifestations écologistes et la répression en leur sein. On a vu les images très choquantes récemment des enquêtes Libération Mediapart sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ça m'a glacé le sang, personnellement. Et du coup, je voulais vous lire un extrait du communiqué de Serge et ses proches. Serge qui a été gravement blessé à Sainte-Soline, pour rebondir un petit peu sur tout ça et envisager aussi finalement la responsabilité politique de nos gouvernants aujourd'hui dans ces répressions, parce qu'il y a quelqu'un derrière les ordres. Et on n'est pas que sur des faits de petites brebis galeuses dans la police qui auraient dérapé, etc. Il y a quelque chose de l'ordre quand même, de l'organisation même, et c'est ce que tu disais, ça appelle aussi à une refondation pour cette raison-là. Alors je vous le dis. Loin d'être un événement ponctuel, le 25 mars 2023 à Sainte-Soline s'inscrit dans un processus visant depuis de nombreuses années à banaliser une répression toujours plus violente. L'objectif de l'État ce jour-là n'était pas d'empêcher les manifestants et manifestantes de parvenir sur le chantier de la méga-bassine, mais de dissuader quiconque de manifester à nouveau contre de telles constructions, lesquelles ont depuis été jugées inutiles et illégales par les autorités compétentes. La mobilisation anti-bassine de Sainte-Soline a été ainsi pour l'État une occasion d'appliquer sa doctrine du maintien de l'ordre, qui implique d'assimiler les mobilisations sociales à des attentats terroristes, afin de déclencher officieusement un plan hors sec, permettant leur répression par de véritables moyens militaires, mais ne prévoyant pas les moyens sanitaires à la hauteur de cette répression. Le terrorisme, c'est ça, rendre une population passive face aux agissements d'un pouvoir devenu omnipotent. Nous avons aujourd'hui les preuves audio et vidéo de ce dont nous doutions. Les actes qui ont causé tant de blessures et fait frôler la mort à nombre d'entre nous
ne sont pas l'œuvre d'individus particulièrement violents, mais découlent de l'ordre donné par une institution. Et des actes semblables ont blessé et tué dans d'autres contextes. Mouvement des Gilets jaunes, contre la réforme des retraites, émeutes après la mort de Naël. Alors, nous voulons faire peser sur cette institution le cadre juridique dont elle s'affranchit délibérément. Apporter un éclairage sur ce dossier ne suffira évidemment pas à le clôturer, mais cela nous aidera à trouver les réponses dont nous avons besoin et à affirmer un refus de se laisser tétaniser par la terreur. Nous n'en continuerons pas moins de mener d'autres batailles pour une réelle justice sociale et environnementale. Donc finalement, ce que je veux appuyer, c'est aussi le côté systémique et effectivement, que peut la France insoumise si elle arrive au pouvoir finalement sur ces questions de maintien de l'ordre et comment est-ce qu'on peut envisager la police différemment. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne façon de poser les termes, mais... Si, je ne vais pas répondre totalement à cette question-là, parce que par essence, il y a des choses qu'il faudra faire vite. Et que j'ai pas envie qu'ils sachent déjà ce qu'on va faire à l'avance, parce que j'ai pas totalement 100% confiance dans le fait que ça se passe tranquillement. Donc je réponds pas à tout. On a un certain nombre de choses en tête pour faire en sorte que ça se passe mieux. Je peux vous dire par contre ce qu'on peut faire sur le plan légal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, Hugo Bernalicis, mon camarade et ami, a déclenché une polémique en disant que nous allions supprimer la loi sur l'apologie du terrorisme. Ça vous parle ou pas ? Alors évidemment, on nous a dit ah bon, bah, vous voulez pouvoir faire l'apologie du terrorisme ? Ben voyons. Vraiment, on est con à la France Insoumise, tu vois. Hein, vraiment, oui, bah voilà, allons-y. C'est sûr, ça fait gagner des voix de faire l'apologie. Vraiment, en fait, moi, je vous dis, mais respectez-vous, quoi. Respectez-vous, parce que vraiment, essayez de nous prendre sur des arguments à la limite vraisemblables, mais qui peut penser à un seul... C'est comme la commission d'enquête sur l'islamisme, là, contre Jean-Luc. Alors demain, je pense que ça va être un festival, tu vois. Jean-Luc, il va leur faire l'histoire de la laïcité depuis le XIVe siècle. Ils n'étaient pas prêts pour ça, ça va être diffusé sur CNews en direct, on va passer un bon moment, et ça va être un grand moment d'éducation populaire. Mais je trouve que globalement, ils nous prennent un peu pour des truffes. Et je pense que ça participe au fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous rejoignent en se disant « Mais attendez, mais personne de sain d'esprit me dirait un truc pareil. » Bref, pourquoi Hugo a proposé ça ? Parce qu'il y a eu une tendance à faire des lois successives les unes après les autres, que ce soit en raison du terrorisme, que ce soit en raison de la lutte contre le narcotrafic, que ce soit en raison, essentiellement ça, narcotrafic, trafic de stupéfiants et terrorisme. Il y a eu une tendance à mettre en place des lois de plus en plus liberticides. J'ai agacé un chien policier apparemment. Mais il y a eu, c'est la brigade canine, ils arrivent. Oui. Il y a eu une tendance à mettre en place des lois qui servent finalement à réprimer l'action politique. Vous avez vu que Rima Hassan, Mathilde Panot ont été convoqués pour apologie du terrorisme. Mais nous, on est la pointe immergée de l'iceberg parce que ça a servi surtout à réprimer la lutte contre le génocide à Gaza et à mettre en cabane des syndicalistes, des associatifs, des gens qui se battaient contre le génocide à Gaza. Et puis, sur les questions écologistes, eh bien, là encore, ils ont utilisé les lois antiterroristes pour aller s'en prendre à des militants écologistes et aller faire des perquisitions au nom de la lutte contre le terrorisme, contre des gens qui étaient des militants écologistes. Donc, des lois qui étaient utilisées théoriquement pour lutter contre le terrorisme sont finalement utilisées pour lutter contre des militants politiques. Pardon, mais un système dans lequel un gouvernement utilise la police pour réprimer l'opposition, vous appelez ça comment exactement ? Parce que moi, à l'école, j'ai appris qu'on appelait ça une dictature. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que la France est devenue une dictature. Je suis en train de vous dire que, mettons, il y aurait quelqu'un qui arriverait au pouvoir et qui aurait des petites références historiques assez proches des mouvements fascistes, que tous les outils seraient déjà en place pour qu'ils puissent avoir un régime qui soit un régime, mais même pas autoritaire, mais un régime qui dépasserait l'entendement en termes de capacité de répression. Donc, lutter contre ces lois-là, ça fait partie de l'augmentation de la sûreté, c'est-à-dire de l'augmentation de la protection des droits. Et j'en profite pour dire une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. La lutte contre le terrorisme, c'est un sujet sérieux. Ça implique de connaître nos adversaires, puisque ce sont des adversaires, les terroristes. Il y en a deux types de terroristes. Ils sont tous d'extrême droite.
Il y a ceux qui se revendiquent de l'idéologie islamiste et il y a ceux qui se revendiquent de l'idéologie de, je sais pas comment appeler ça, mais l'extrême droite, quoi, en gros. Et des terroristes d'extrême droite, il y en a déjà un certain nombre qui sont passés à l'acte. Vous avez eu des actes, des assassinats d'extrême droite qui se sont multipliés dans les dernières années. D'accord ? Et qui ne sont pas toujours considérés comme des actes terroristes. Mais pardon, mais quand il y a quelqu'un qui tue quelqu'un dans une mosquée, c'est un acte à caractère terroriste. C'est en raison de la religion que la personne est directement visée. Quand on avait fait la marche contre l'islamophobie, qui nous avait été ensuite beaucoup reprochée par le Printemps républicain et tous ces gens qui se sont fait gangréner l'esprit par l'extrême droite, eh bien, ce dont il était question, c'était un vieux ex-candidat du Rassemblement national qui avait tiré sur une mosquée pour essayer de tuer 2 personnes. Pardon, mais ça s'appelle un acte terroriste, en fait. Donc, lutter contre le terrorisme, ça se fait en luttant contre les idéologies qui sont développées par les personnes qui développent ce type d'idéologie. Mais je signale au passage que c'est la même logique idéologique. C'est diviser le peuple en raison de la religion, de l'origine, de la croyance, de ce que vous voulez. Mais en tout cas, essayer de diviser le peuple. Du côté des islamistes, en essayant de faire penser qu'il y aurait d'un côté les musulmans et de l'autre les Français, je mets des guillemets parce que par la force des choses, ça n'est pas le cas, puisque des musulmans sont français et qu'il n'y a pas de division qui existe à l'intérieur sur cette base-là. Mais vous voyez bien l'idée, c'est séparer les gens entre musulmans et non-musulmans pour que les musulmans soient poussés dans les mains petit à petit du terrorisme et que ceux qui sont non-musulmans soient poussés dans les mains petit à petit de l'extrême droite en disant bah voilà comment on se protège des autres. Et essayer de faire monter ces tensions. Tout ce que je vous raconte là a été littéralement dit par un terroriste qui, en 2019, disait qu'il voulait faire un attentat pour faire monter le Rassemblement national aux élections européennes. Littéralement, il a dit ça au procès. C'était son objectif. Faire monter le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que si le Rassemblement national monte, vous excluez une partie de la population, et la partie de la population étant exclue de la communauté nationale, l'idée c'est que derrière ils vont se rassembler sur autre chose. Mais l'extrême droite fait exactement pareil. Donc comment on lutte contre le terrorisme ? En luttant contre les idéologies terroristes d'une manière générale, c'est-à-dire en faisant l'exact inverse. Là où ils sèment de la haine, on doit semer de l'amour. Il y a quelques jours, moi j'ai fait une vidéo, franchement j'étais pas prêt pour le résultat de la vidéo. On a eu 2 semaines atroces en termes d'islamophobie. Un sondage de l'IFOP qui faisait un lien direct entre musulmans, islamistes, voire terroristes. Un rapport sénatorial qui disait qu'il fallait interdire le voile aux jeunes femmes de moins de 16 ans et interdire le jeûne. Réfléchissez bien. Interdire le jeûne, tu vois, le niveau de gros débile qui propose ce genre d'idée. Parce qu'interdire quelqu'un de ne pas manger, comment on fait exactement ? Ouais, techniquement. C'est vraiment, ils sont débiles à ce point-là, quoi. Donc, interdire le jeûne, voilà. Ensuite, il y a Laurent Wauquiez qui se pointe avec sa proposition de loi pour interdire le voile, parce que ça manquait. C'est vrai qu'il y avait ses collègues qui l'avaient fait le matin même, donc après tout, remettons-en une couche. Et puis ensuite, ça a des conséquences très concrètes. Une balle qui a été retrouvée dans la boîte aux lettres de la mosquée de Nantua, et la mosquée du Puy-en-Velay, chez Laurent Wauquiez, qui a été vandalisée. Et moi, j'ai fait une petite vidéo toute bête. J'ai dit, voilà, il s'est passé ça. Ça fait des années qu'elle se passe comme ça. Et moi, comme élu de la République française, comme député de la nation, je dis soutien à nos compatriotes musulmans et plus largement soutien à tous les musulmans de France parce que je pense aussi aux étrangers. J'ai juste dit ça. Un truc normal de républicain en fait. J'ai reçu des dizaines, des centaines, des milliers de messages de remerciements juste pour dire « Oh punaise, ça fait du bien d'avoir enfin quelqu'un qui dit des choses gentilles sur nous. » Juste ça. Quand on fait ça en fait, quand on travaille au fait de ne pas mettre à distance une partie de la population en raison de la religion, quand nous, on fait un travail d'unité populaire, là, on lutte contre toutes les idéologies racistes, xénophobes qui peuvent mener, à un moment donné, certains à aller vers des milieux d'extrême droite, que ce soit religieuse ou politique. Mais je veux répondre quand même sur la question du terrorisme. On lutte contre le terrorisme par des moyens de renseignement, par des moyens d'information. On obtient des informations sur des gens qui planifient des attentats et on démantèle le risque d'attentat en essayant d'attraper les gens avant qu'ils commettent des actes parce qu'on savait qu'ils allaient les commettre. Voilà comment on lutte contre le terrorisme de manière efficace. Et je le dis quand même parce que je trouve que sur ce plan-là, il y a eu une efficacité des services de renseignement dans les dernières années. Je trouve qu'il y a eu un certain nombre d'actes suspectés de volonté de commettre des actes terroristes qui ont été déjoués par les services de renseignement et je pense que c'est une bonne chose et quand il y a des choses qui sont bien il faut être capable de le dire aussi. Donc ça n'est pas les lois antiterroristes qui sont à l'origine du fait qu'on arrive à démanteler les choses,
c'est les services de renseignement qui travaillent efficacement avec les moyens qu'ils avaient déjà. Je signale au passage qu'on leur donnerait des logiciels efficaces, ça serait aussi utile pour qu'on puisse faire mieux le travail sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est comme ça qu'on lutte contre le terrorisme, avec des moyens humains et avec des moyens d'information. Je voulais revenir quand même sur l'aspect de la violence qui est faite aux personnes racisées, musulmanes, juives en France aujourd'hui, et tout ce qui peut ne pas être dit sur cette violence, et à quel point ces personnes peuvent se sentir en insécurité aujourd'hui dans notre pays. Comme tu le dis, les valeurs républicaines ne sont pas respectées, et il y a une banalisation de ces discours racistes, antisémites, islamophobes, et c'est terrifiant. J'ai des camarades qui me disent qu'ils ont peur pour leurs enfants. La mort d'Aboubacar Cissé, ça a été terrible. Enfin, on a vraiment des personnes autour de nous qui ont été profondément choquées. Et comme tu le dis, je pense que le terrorisme, c'est exactement ce qu'il vise, c'est diviser la population, créer la terreur chez les personnes. Et je pense que c'est un enjeu de sécurité pour bon nombre de personnes que de lutter non seulement contre ces idées, mais contre tout le système qui les crée. Et comme je le disais, nous on a eu une préfète qui a fait de l'excès de zèle en la matière et pour qui c'est une fierté, une victoire que d'écarter de la nationalité française ou du permis de séjour régulier en France des personnes. Et je pense que ça fait partie du problème et il faut vraiment qu'on soit très très clair dans notre discours là-dessus. Il y a d'autres violences. Vas-y. Juste sur ça, parce que c'était un des trucs que je voulais vous dire sur les mensonges de l'extrême droite, mais je vous donne un chiffre, qui est vraiment un chiffre tout simple. Il y a, on est, je crois, à 6 millions de personnes qui sont étrangères dans notre pays. Par ailleurs, au passage, si vous demandez même à quelqu'un d'extrême droite combien il y a de Français, il va vous répondre 68 millions. En fait, c'est pas vrai, il y a 62 millions de Français et 6 millions d'étrangers. Et moi, le truc qui me choque le plus, par ailleurs, je vide mon sac, comme ça c'est fait. Le truc qui me choque le plus, c'est que sur les 6 millions d'étrangers, il y en a 800 000 qui sont nés en France. Moi, ça me choque. Moi, pour moi, tu nais en France, t'es français, il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'aller attendre qu'on ait 18 ans pour être français, qu'il faut demander des papiers, je sais pas quoi. Moi, pour moi, né en France, français. Et l'insécurité, l'extrême droite fait toujours le lien entre insécurité et immigration. Ils ont réussi à faire rentrer dans la tête des gens qu'une personne, en raison du fait qu'elle serait arrivée sur le territoire national, elle constituerait un danger. Donc on peut réfléchir à cette idée rapidement, se dire comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la xénophobie et du racisme. Mais allons jusqu'au bout, je veux dire, prenons-les au sérieux, essayons de regarder les statistiques. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent il y a une surreprésentation des étrangers en prison. Oui, c'est pas faux, mais on peut parler du système policier et du système judiciaire ou c'est comment ? Parce qu'il y a une surreprésentation des choix policiers et judiciaires qui sont faits. D'ailleurs, il y a des études qui sont faites qui montrent qu'à délit égal, crime égal, les étrangers sont davantage punis à des peines de prison que les Français. Donc il y a dans la justice des statistiques extrêmement claires. Je ne sais pas si vous avez vu sur LCI il y a quelques jours, il y a un gars qui dit oui, 35% des cambriolages, c'est des étrangers. Donc les étrangers sont des cambrioleurs. Et il y a un mec sur le plateau de LCI qui dit attendez, il faut avoir l'honnêteté de dire que vos chiffres des 35% sont basés sur 6% des cambriolages résolus et que dans les 6% des cambriolages résolus, il y a quand même un biais énorme, c'est que c'est plus facile d'attraper quelqu'un qui est dans une situation de précarité et les policiers ont eux-mêmes des biais et ils vont préférer essayer de trouver des personnes étrangères que de trouver l'ensemble des 94% de cambriolages qui ne sont pas résolus et d'essayer d'obtenir des statistiques sur le sujet. Et il dit, si ça se trouve, il y a un éléphant dans la pièce qui a fait 100 cambriolages et vous ne l'avez pas attrapé, il est français. J'ai bien aimé ce mec sur LCI. Eh ben, je vais vous dire un truc. Il y a 0,3% d'étrangers en prison. Voilà. Parmi les étrangers, 0,3% d'entre eux sont en prison. Voilà. Donc, il y a 99,7% d'étrangers, foutez-leur la paix. Hein, d'accord ? Parce que nous, on est des gens qui respectent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Il n'y a pas écrit si t'es étranger, elle punit plus, si t'es français, elle punit moins, ou elle punit plus, ou elle punit... La loi doit être la même pour tous. Ça veut dire, un étranger ou un Français qui commet un acte délictuel ou criminel, il doit être puni à la peine qui est celle qui est prévue par le code pénal ou par le code civil. D'accord ? Point barre. Voilà.
et foutez la paix aux 99,7% d'étrangers qui n'ont commis aucun acte criminel, aucun acte délictuel, qui sont arrivés dans notre pays, qui font des études, qui ont une famille, qui essayent simplement de vivre normalement. Et je vais aller plus loin. Il y a une responsabilité de l'État dans la criminalité associée aux personnes étrangères. Pourquoi ? Parce que vous savez dans quel type de criminalité les étrangers sont effectivement surreprésentés ? Dans la fraude documentaire. Eh ben oui, donnez des papiers aux étrangers, arrêtez de les faire chier avec ça, et vous aurez moins de problèmes de fraude documentaire, voilà. C'est pas très compliqué. Et pourtant, eh ben, ça nous prend des services de préfecture, de police, de justice qu'on utilise à ça. Franchement, mais foutez la paix aux gens. 20 millions de personnes dans notre pays ont au moins un grand-parent qui est étranger. Si on remonte aux arrière-grands-parents, si on fait la lignée généalogique totale, on peut lever la main. Qui ici a au moins un ancêtre qui était étranger ? Moi, c'est mon cas. Voilà ce qu'est la France. Et ils n'arriveront jamais à changer ça parce que notre peuple est mélangé, métissé, et c'est une excellente chose. Et plus ça va, plus ça continue. Bon, on me dit que c'est l'heure des questions. Il y avait encore plein de sujets dont j'aurais aimé qu'on parle. Mais voilà. C'était notamment repréciser aussi que l'insécurité économique, la précarité, c'est aussi un sujet de sécurité, la sécurité sociale, la sécurité alimentaire, avoir un toit sur la tête, savoir ce qu'on va faire le lendemain, est-ce qu'on va pouvoir travailler, gagner sa vie dignement, est-ce qu'on va pouvoir manger. Et puis les chiffres effarants dont on n'a pas parlé sur les violences sexuelles faites aux enfants dans notre pays, qui sont encore beaucoup trop peu, je trouve, évoquées, traitées à la racine de la même manière. On voit aujourd'hui dans notre pays qu'il n'y a pas encore toute l'éducation à la vie relationnelle, affective, sexuelle pour les jeunes, pour les enfants, qui ne connaissent pas leurs droits. Le respect des droits de l'enfant n'est encore pas à l'ordre du jour en France. J'aurais bien aimé qu'on parle de tout ça parce que ça me paraissait important. Après, voilà, on va peut-être pouvoir effectivement discuter plus dans les questions.